La fabrication du chocolat est un processus si précis et surprenant que peu de gens imaginent ce qui se passe réellement à l'intérieur d'une usine moderne. Comment transforme-t-on une fève sombre et amère en une tablette lisse et brillante qui fond au simple toucher? Et qu'est-ce qui permet à des marques comme KitKat d'obtenir une finition si parfaite et uniforme? Aujourd'hui, nous allons parcourir chaque étape de cette transformation, depuis l'arrivée des fèves à l'usine jusqu'à leur conversion en produits prêts à voyager dans le monde entier. Vous serez surpris de découvrir combien de machines, de températures exactes et de décisions techniques interviennent pour créer un chocolat impeccable. Que se passe-t-il pendant la torréfaction? Comment sépare-t-on les coques? Quel rôle joue le beurre de cacao? Et pourquoi le conchage peut-il durer des heures, voire des jours? Chaque réponse révèle que fabriquer du chocolat, c'est bien plus que mélanger des ingrédients. C'est maîtriser une ingénierie complexe. Accompagnez-moi, car vous êtes sur le point de découvrir l'intérieur de l'un des processus les plus délicieux de la planète. Et lorsque nous arriverons à la partie consacrée au KitKat, vous verrez comment la technologie parvient à créer des barres aux couches parfaites de gaufrettes et de chocolat sans perdre le moindre détail. Ce parcours révélera des secrets que peu de gens ont vus. Bien que le cœur de l'action se trouve dans les usines, tout commence bien avant. Dans les profondeurs des régions tropicales, là où le cacao naît et grandit. Ce fruit, dont on tire le chocolat, provient d'un arbre appelé Tobroma cacao, qui signifie en grec nourriture des dieux. Et ce n'est pas pour rien. Les forêts d'Amérique du Sud et d'Afrique de l'Ouest offrent des conditions parfaites pour sa culture. Une humidité constante, des températures chaudes et une ombre filtrée par des arbres plus hauts. Sous ce toit naturel poussent de petites fleurs qui, après plusieurs mois, se transforment en cabosses épaisses et colorées qui ressemblent à des œufs de dinosaures. Ce qui est intéressant, c'est que cette culture se fait encore principalement à la main. Il n'y a ni tracteur ni moissonneuse industrielle. Les agriculteurs utilisent des machettes ou des couteaux courbés pour couper soigneusement les cabosses sans endommager l'arbre. Chaque fruit est récolté un par un, placé dans des paniers et transporté vers des points de collecte au milieu de la forêt. À l'intérieur de chaque cabosse se trouvent entre 30 et 50 graines recouvertes d'une pulpe blanche et collante. Ces graines, qui n'ont pas encore le goût du chocolat, ont une saveur amère avec une touche acide. Mais cette pulpe est fondamentale pour l'étape suivante. Les graines sont empilées sur des feuilles de banane ou dans des caisses en bois, et le processus de fermentation commence, essentiel au développement de la saveur. Cette étape peut durer jusqu'à une semaine et pendant ce temps, les graines chauffent naturellement, perdent leur couche visqueuse et changent de couleur. Grâce à ce processus biologique, les saveurs amères sont réduites et les précurseurs de l'arôme du chocolat sont développés. Ensuite, les graines doivent être complètement séchées pour être conservées, éviter qu'elles ne pourrissent pendant le transport. Les agriculteurs les étalent au soleil sur des couvertures ou des nattes de bambou et les retournent plusieurs fois par jour pour un séchage uniforme. Cette étape, bien que simple, est critique. Si la fève n'est pas bien séchée, elle peut ruiner tout le lot. Une fois que le niveau d'humidité est adéquat, les fèves sont emballées dans des sacs et sont prêtes pour leur voyage. Ainsi commence le parcours vers la prochaine destination. Les usines où la magie du chocolat commence vraiment. Bien que nous ayons déjà brièvement mentionné le processus de fermentation, il vaut la peine d'approfondir cette étape, car sans elle, le chocolat n'existerait tout simplement pas tel que nous le connaissons. Une fois que les graines ont été extraites de la cabosse, les agriculteurs les placent en tas recouverts de feuilles de banane ou dans des caisses en bois avec des orifices qui permettent la circulation de l'air. Ici commence une transformation biochimique complexe qui dure entre 5 et 7 jours. Pendant ce temps, la pulpe blanche qui enrobe les graines se décompose grâce à l'action de levures et de bactéries naturelles, générant de la chaleur. Cette augmentation de température, qui peut atteindre jusqu'à 50 degrés Celsius, tue l'embryon de la graine et déclenche des réactions internes qui réduisent l'astringence et développent les précurseurs de la saveur du chocolat. Le processus n'est pas statique. De temps en temps, les fèves doivent être retournées manuellement pour garantir une fermentation uniforme. Si cela n'est pas fait correctement, le goût final peut être sérieusement affecté. Cette phase détermine également la couleur initiale de la fève, qui passe d'un blanc laiteux à des tons brun foncé ou violet profond. Une fois la fermentation terminée, commence l'étape du séchage. Cette étape est cruciale pour stabiliser les fèves, réduire leur humidité interne à des niveaux sûrs, généralement autour de 7%, et éviter la croissance de moisissures pendant le stockage et le transport. Dans de nombreuses régions, le séchage reste complètement naturel. Les fèves sont étalées sur des sols en béton ou des nattes tissées et sont remuées plusieurs fois par jour sous le soleil direct. Ce processus dure entre 5 et 10 jours, selon le climat. Dans les usines de plus grande échelle ou dans les régions où les pluies sont fréquentes, on utilise des séchoirs mécaniques qui contrôlent la température et le flux d'air pour maintenir la qualité. C'est pendant cette étape qu'un premier tri visuel est effectué.
Les fèves qui présentent des moisissures, des fissures ou une fermentation incomplète sont retirées manuellement. Seuls les meilleurs poursuivent leur voyage vers l'usine. Le résultat de ces deux étapes, fermentation et séchage, définit la base de tout chocolat. La qualité du goût, de l'arôme et de la texture dépendent en grande partie de ce qui se passe ici. À partir de ce point, la science prend le contrôle. Les graines sont prêtes pour leur voyage vers les installations où le cacao se transforme en chocolat. Une fois que les fèves de cacao sont complètement sèches et emballées dans des sacs, commence leur deuxième grand voyage. Depuis les régions tropicales de la planète jusqu'aux usines de chocolat réparties dans le monde entier. Ces sacs, qui peuvent peser entre 60 et 70 kg, sont transportés en camion jusqu'aux ports les plus proches, où ils sont chargés dans des conteneurs et embarqués sur des navires de fret. De là, ils traversent les océans en direction de destinations comme l'Europe, l'Asie ou l'Amérique du Nord, selon la marque et le type de chocolat qui sera produit. Pendant ce voyage, les fèves doivent être maintenues dans des conditions stables pour éviter l'humidité et la détérioration. Un cacao mal stocké peut absorber les odeurs de l'environnement, perdre de la qualité ou même développer des champignons. Une fois arrivées à destination, elles sont transportées en camion directement vers les usines. Là, avant d'entrer dans le système de production, une inspection détaillée est effectuée. On évalue la taille, la couleur, le niveau d'humidité et la présence d'impuretés. Seules les fèves qui répondent aux normes continuent. Ce qui est curieux, c'est que le prix du cacao se multiplie plusieurs fois depuis son origine. À l'origine, une tonne peut coûter environ 1 000 $. À destination, sa valeur peut dépasser 10 000 $. Maintenant que les fèves sont arrivées à l'usine, commence l'une des étapes les plus impressionnantes du processus. Transformer ces petits fragments de fruits en une substance épaisse, brillante et aromatique connue sous le nom de liqueur de cacao. Tout commence par le nettoyage. Les fèves sont déversées dans des trémies géantes où elles passent par des systèmes de ventilation, des aimants et des tamis qui éliminent les pierres, la poussière, les branches ou toute impureté. Ensuite, elles sont pesées, classées par taille et stockées brièvement avant d'entrer en production. La première grande étape est la torréfaction. Les fèves sont introduites dans d'énormes tambours rotatifs qui atteignent des températures entre 120 et 150 degrés Celsius. Ce processus dure de 20 à 30 minutes, selon le profil de saveur désiré. C'est ici que s'activent les réactions chimiques qui réduisent l'amertume et développent l'arôme du chocolat. De plus, la chaleur dessert la coque de la fève, facilitant sa séparation. Ensuite, les fèves passent dans une machine de broyage où elles sont brisées en petits morceaux appelés gruées de cacao. Un système de ventilation d'air sépare les coques légères et ne laisse que les gruées, qui sont la partie la plus précieuse de la fève. Elles sont remplies de beurre de cacao et de composés aromatiques. Ces gruées sont introduites dans des broyeurs à cylindres ou à billes où la friction et la pression les transforment en une pâte épaisse. La liqueur de cacao, malgré son nom, ne contient pas d'alcool. Il s'agit d'un mélange dense et chaud avec la saveur pure et intense du cacao. C'est ici qu'une décision fondamentale est prise. Une partie de la liqueur de cacao est pressée pour séparer le beurre de cacao du solide restant, qui est ensuite transformé en poudre de cacao. Le beurre est utilisé pour donner douceur et brillance au chocolat. La poudre est utilisée pour des recettes plus sèches ou pour donner de la saveur à d'autres produits. Une autre partie de la liqueur est mélangée avec des ingrédients comme du sucre, du lait en poudre ou des solides laitiers, selon le type de chocolat qui sera fabriqué. Amer, au lait ou blanc. Mais ce n'est pas encore du chocolat fini. Ce qui suit est le processus de raffinage et de conchage, où l'on obtiendra cette texture fine, crémeuse et parfaitement équilibrée que nous reconnaissons tous. À ce stade, le cacao a laissé la forêt derrière lui. Il a été transformé par la science et est prêt à devenir une délice irrésistible. Pendant le processus de broyage, la température peut dépasser 70 degrés Celsius en raison de la friction. C'est intentionnel. Cela aide à libérer le beurre de cacao et permet au mélange de rester liquide. Le contrôle thermique à cette phase est vital, car si le mélange refroidit trop, il peut durcir et bloquer l'équipement. Les broyeurs modernes sont équipés de capteurs qui surveillent en temps réel la consistance de la liqueur et la quantité de graisse libérée. En fait, un petit ajustement de la pression ou de la vitesse peut changer significativement le profil du chocolat. À ce stade, la liqueur de cacao s'est transformée en une base riche, mais il lui manque encore le raffinement qui transforme un mélange épais en une tablette lisse et parfaitement équilibrée. C'est ici qu'entre en jeu une combinaison de précision mécanique et chimique, le raffinage, le conchage et le tempérage. D'abord, le raffinage. Le mélange de liqueur de cacao, de sucre, de lait en poudre et d'autres ingrédients passe par une série de rouleaux d'acier qui broient les particules solides. L'objectif est de les réduire à une taille entre 15 et 30 microns,
suffisamment petites pour que la langue humaine ne puisse pas les détecter individuellement. Cette étape est fondamentale pour la texture finale du chocolat. Plus les particules sont fines, plus la sensation en bouche sera douce. Ensuite, le mélange raffiné entre dans la machine de conchage. C'est l'une des étapes les plus longues et cruciales du processus. Les lames d'acier remuent constamment le mélange entre 6 et 72 heures, selon la qualité désirée. Au fur et à mesure qu'il est agité, la chaleur et le mouvement permettent aux arômes amers de s'évaporer, à la graisse de se répartir uniformément et à cette saveur ronde et profonde que nous aimons tous de se développer. Pendant le conchage, l'humidité résiduelle est également libérée et les propriétés rhéologiques du chocolat sont améliorées, c'est-à-dire sa fluidité. S'il est fait correctement, le résultat est un mélange homogène, aromatique et avec une texture veloutée. Ensuite, on passe au tempérage, un processus aussi délicat qu'essentiel. Le mélange liquide est d'abord chauffé à environ 45 à 50 degrés Celsius pour faire fondre complètement les cristaux de beurre de cacao. Ensuite, il est refroidi jusqu'à 27 à 28 degrés Celsius et finalement réchauffé légèrement jusqu'à environ 31 à 32 degrés Celsius pour stabiliser tout le mélange. Ce contrôle précis de la température permet au chocolat de solidifier avec une texture brillante, un snap craquant lorsqu'on le casse et une capacité à fondre doucement dans la bouche. Si le tempérage n'est pas bien fait, le chocolat final peut avoir des taches blanches, une texture granuleuse ou une surface terne. Dans de nombreuses usines, le tempérage est effectué dans des machines automatiques qui ajustent la température à la seconde et au degré près. Cette étape prépare le chocolat pour sa phase finale, le moulage et l'emballage. Mais avant, il manque quelque chose de spécial, le cas du KitKat. Le conchage est si important que de nombreuses marques haut de gamme considèrent cette phase comme leur signature personnelle. Certaines entreprises conchent pendant plus de 48 heures pour obtenir un profil de saveur unique, tandis que d'autres ajustent la vitesse des palettes et le type de concheuse pour modifier la texture. Chaque seconde supplémentaire apporte une note différente de douceur, d'amertume ou de crémosité. Curieusement, le processus de tempérage n'améliore pas seulement l'esthétique et la texture du chocolat, il influence également sa durabilité. Un chocolat bien tempéré se conserve mieux et est plus résistant aux changements de température. Ce niveau de précision a transformé la fabrication du chocolat en une discipline aussi technique que l'horlogerie ou la pharmacologie. Une fois que le chocolat est parfaitement raffiné et tempéré, vient le moment de lui donner forme. Et dans le cas du KitKat, cette forme est inimitable. Au-delà d'être une barre de chocolat, c'est une œuvre d'ingénierie alimentaire avec de multiples couches et un design hautement standardisé. Tout commence par l'élaboration des gaufrettes. Ces fines couches sont produites à partir d'un mélange de farine, de sucre, de cacao et d'agent levant. Elles sont cuites en grandes feuilles fines qui sont ensuite découpées en sections précises. Entre chaque couche de gaufrette est étalée une crème de chocolat spécialement formulée qui non seulement unit les couches, mais ajoute également une texture douce et crémeuse à l'intérieur du KitKat. Une fois assemblées, les feuilles multicouches passent par une presse douce qui les compacte sans les briser. Ensuite, une guillotine à grande vitesse coupe le bloc en barres individuelles avec une précision millimétrique. Chaque barre est contrôlée par des scanners optiques qui détectent les défauts de taille, d'épaisseur ou d'alignement. Alors arrive le moment du bain de chocolat. Les barres coupées sont placées sur un tapis roulant qui les emmène sous une cascade constante de chocolat tempéré. L'enrobage recouvre chaque recoin de la gaufrette, formant cette couche uniforme, brillante et craquante. Après l'enrobage, les barres passent par des tunnels de refroidissement contrôlés pour solidifier le chocolat de manière parfaite. Finalement, elles sont emballées automatiquement, regroupées en boîtes et étiquetées pour être distribuées dans le monde entier. Chaque KitKat est le résultat d'une chorégraphie précise entre ingrédients, machines et contrôle de qualité. Et bien qu'il soit produit à grande échelle, chaque barre cherche à maintenir la même expérience. Ce son lorsqu'on la casse et ce goût reconnaissable lorsqu'on la goûte. Maintenant que vous connaissez chaque étape derrière une barre de chocolat, depuis les plantations tropicales jusqu'à la précision robotique d'une usine, vous pouvez voir que le chocolat est bien plus qu'une simple envie. C'est le résultat de traditions, de technologies et d'une chaîne de travail qui connecte agriculteurs, ingénieurs et scientifiques du monde entier. Chaque bouchée de chocolat que vous dégustez porte en elle une histoire d'effort, d'innovation et de perfection. De la fermentation naturelle dans la forêt jusqu'au tempérage méticuleux dans une usine de haute technologie, tout est soigneusement conçu pour garantir saveur, texture et qualité. Et si l'on parle d'exemples iconiques, le KitKat représente ce mélange parfait entre technique industrielle et design intelligent. Chaque barre n'est pas seulement faite pour être savoureuse, mais aussi pour être uniforme, pratique et reconnaissable dans n'importe quel coin de la planète. Donc la prochaine fois que vous ouvrirez une barre de chocolat, rappelez-vous que vous ne mangez pas simplement quelque chose de sucré. Vous goûtez le résultat de siècles d'évolution,
de connaissances techniques et de passion humaine pour créer quelque chose de vraiment spécial. Après avoir vu ce documentaire, une vraie question se pose. Le chocolat industriel est-il encore du chocolat ou juste un produit scientifique conçu pour plaire au cerveau plutôt qu'au palais? Certains parlent de prouesse technologique, d'autres de goût artificiel parfaitement calibré. Et vous, quel est votre camp? Donnez-nous votre avis honnête en commentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais ne partez pas encore, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante. Alors restez avec nous jusqu'au bout. Chaque année, le monde produit plus de 100 millions de tonnes d'arachides. Mais ce qui fascine vraiment, c'est ce qui se passe ensuite. Vous êtes-vous déjà demandé comment ce petit grain enfoui sous terre finit transformé en plus de 3 millions de tonnes d'une pâte onctueuse dorée irrésistible? Des petits déjeuners scolaires aux smoothies énergétiques? Le beurre de cacahuète s'est imposé comme le super-héros nutritionnel du garde-manger moderne avec 2 fois plus de protéines que le beurre d'amande et une texture qui séduit dès la première cuillerée. Ce n'est pas seulement un aliment, c'est une expérience. Mais ce qui fait de ce produit un phénomène global ne tient pas qu'à son goût. Tout se joue dans son procédé de fabrication. Comment torréfier des millions de kilos d'arachides sans perdre un gramme d'arôme? Quelle machine se cache derrière cette onctuosité stable qui ne se déface pas? Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur des usines qui transforment des tonnes d'arachides en cet or brun qui conquiert les palais aux 4 coins du globe. Préparez-vous. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va vous ouvrir l'appétit. Avant de devenir beurre, tout commence sous terre. L'arachide n'est pas un fruit sec comme on le croit souvent. C'est une légumineuse. Et le plus fascinant, c'est qu'elle ne pousse ni sur des arbres ni sur des arbustes. Son fruit se développe dans le sol enfermé dans des gousses qui protègent sa précieuse graine. La plante d'arachide a besoin de 120 à 150 jours de climat chaud, d'un ensoleillement généreux et de sol bien aéré pour atteindre sa maturité. Après pollinisation, sa fleur jaune accomplit un mouvement unique dans le règne végétal. Elle s'incline vers le sol, s'y enfouit d'elle-même et lance la formation du fruit sous terre. Aujourd'hui, les champions de la production sont la Chine, premier producteur mondial suivi par l'Inde, le Nigeria, le Soudan et les États-Unis. Mais si l'on parle de beurre de cacahuète, un protagoniste s'impose. Les États-Unis, et en particulier l'État de Géorgie, qui fournit plus de 50% de la production nationale. Là-bas, cette légumineuse est à la fois une ressource économique vitale et un symbole culturel. La récolte s'effectue entre septembre et novembre lorsque les plantes montrent des signes de maturité. C'est alors qu'entrent en scène les digger shakers, de puissantes machines agricoles qui combinent coupe, soulèvement et retournement en une seule opération. Elles s'enfoncent dans le sol pour sectionner les racines, puis des bras mécaniques soulèvent et retournent délicatement les plantes, exposant les gousses au soleil pour un séchage naturel. Ce retournement est déterminant. Durant 3 à 5 jours, les arachides restent au champ, à l'air libre, ce qui réduit leur humidité de manière lente et uniforme, sans altérer leurs huiles essentielles ni leur saveur. L'échelle de l'opération impressionne. Une seule machine peut traiter 10 à 15 hectares par heure, extrayant littéralement des tonnes d'arachides en une journée. Et tandis qu'en surface tout semble chorégraphié, sous terre, les arachides révèlent leur trésor. Des graines dorées, prêtes pour leur métamorphose. Une fois récoltées et séchées au soleil, vient l'étape critique du transport. Ce n'est pas un simple trajet du champ à l'usine. Chaque détail est calibré pour préserver la qualité. Après les jours de séchage, d'énormes camions à trémies arrivent en bordure des parcelles. Les arachides sont chargés par convoyeurs et élévateurs hydrauliques, assurant un flux continu sans briser les gousses. Chaque camion en emporte 20 à 30 tonnes par voyage vers les centres de collecte ou directement vers les usines de transformation. Mais avant d'intégrer la ligne de production, le stockage joue un rôle clé. Ces centres utilisent des installations à climat contrôlé, où température et humidité sont réglées pour éviter les moisissures et préserver les huiles naturelles de l'arachide. Chaque lot est analysé par capteur d'humidité. S'il dépasse 10%, il rejoint des chambres de séchage industrielles maintenues entre 35 et 40 degrés Celsius pendant 24 à 48 heures. L'objectif n'est pas seulement de sécher plus, mais de sécher mieux de façon homogène et délicate, sans altérer ni le goût ni la structure. Ensuite, les arachides sèches passent en entrepôt réfrigéré, à 10 à 15 degrés Celsius et 65% d'humidité relative. Dans ces conditions, elles se conservent 3 à 6 mois sans perdre leur fraîcheur, prêtes pour la transformation. À chaque étape, chiffres, seuil, durée, tout est pensé pour qu'au moment de torréfier et moudre, l'arachide soit au point. Dès que le stock est prêt, cap sur l'usine.
Ici commence une transformation méthodique, où nettoyage et tri distinguent un produit ordinaire d'un produit d'exception. Tout démarre en réception, où les arachides sont déversés sur de larges convoyeurs qui les acheminent vers des tamiseurs vibrants. Ces plateaux, oscillant à 300 à 500 vibrations par minute, éliminent poussière, terre, cailloux et coques brisées. Vient ensuite la décortiquage, une combinaison d'air comprimé, 5 à 8 bars, et de rouleaux ajustés, retire précisément les coques externes sans abîmer les grains. À mesure que les coques se séparent, elles sont aspirées par de puissants ventilateurs industriels, ne laissant sur la bande que des amandes intactes. Et ce n'est pas fini. Entre en scène la trioptique haute vitesse. Caméras et capteurs scannent jusqu'à 5000 grains par minute. Le moindre arachide fendu, piqué ou hors tolérance est détecté instantanément puis éjecté par microjets d'air d'une précision millimétrique. Et quand on croit que tout repose sur les machines, arrivent les experts. Des opérateurs aguerris, à l'œil exercé, qui effectuent un dernier contrôle manuel et retirent les défauts imperceptibles. Ce qui reste, les meilleurs arachides, propres, entières, uniformes, prêtes à devenir l'une des crèmes tartinables les plus appréciées de la planète. Avant que ces graines dorées ne se changent en onctueuses gourmandises, une question. Appréciez-vous ce voyage au cœur de l'industrie alimentaire? Si oui, un like et un abonnement vous permettront de ne manquer aucun prochain documentaire consacré aux coulisses des aliments que vous aimez. Place maintenant à l'étape la plus aromatique, la torréfaction. Avec des arachides parfaitement sélectionnés, s'ouvre l'une des phases cruciales et délicieuses. Elle ne se contente pas d'intensifier le goût. Elle éveille les huiles naturelles et signe le profil aromatique du beurre de cacahuète. Les grains sont envoyés dans de grands tambours rotatifs où ils torréfient entre 160 et 177 degrés Celsius pendant 25 à 30 minutes. Chaque graine reçoit un chauffage uniforme qui active ses composés volatiles. Ce parfum reconnaissable de cacahuètes fraîchement grillées. En prime, la torréfaction élimine l'humidité résiduelle et laisse une pellicule croustillante en surface. À la sortie, les arachides passent immédiatement au dépelliculage. Un mélange de jets d'air à 6 à 8 bars et de rouleaux finement rainurés détache les peaux sans blesser l'intérieur. Sur une bande vibrante, un système d'aspiration de haute puissance retire toute trace de pellicule. Résultat, un arachide propre, grillé, brillant, presque prêt pour sa métamorphose finale. Mais avant la pâte, un second tri optique garantit l'absence totale d'impuretés ou de défauts. Seules les amandes irréprochables poursuivent vers le cœur du procédé, la mouture. Dans cette étape, les arachides entrent dans des broyeurs haute capacité où des arbres d'acier tournent jusqu'à 3000 tours par minute. La friction intense brise la graine et libère son huile naturelle. Ce qui en sort, une pâte dense et brillante, d'un doré profond, à la texture incroyablement crémeuse. Un moment presque magique. C'est ici que l'arachide cesse d'être graine pour devenir légende. Après l'obtention de cette pâte 100% arachide grillée, vient l'étape où chaque marque imprime sa signature, le mélange des ingrédients. Dans d'énormes cuves mélangeuses, la pâte est agitée en continu pendant qu'on ajoute, en proportion exacte, des composants soigneusement pesés. Une pincée de sel pour exalter les saveurs, une touche de sucre pour l'arrondi, parfois des huiles végétales pour une onctuosité plus soyeuse. Dans certaines variantes, on incorpore du miel, du cacao ou des éclats d'arachide pour une version crunchy. Rien n'est laissé au hasard. Chaque ingrédient est dosé par des balances électroniques reliées à un système central, garantissant qu'un lot ait exactement le même goût que le précédent. La mélange est ensuite légèrement chauffée entre 71 et 82 degrés Celsius, non seulement pour fondre les saveurs en une texture lisse et homogène, mais aussi pour sécuriser le produit en réduisant la charge microbienne. Quand le mélange atteint son point idéal, le beurre de cacahuète est transféré via des tuyauteries isolées vers la zone de conditionnement automatique. Là, des buses doseuses remplissent des pots en verre ou en plastique de 250 grammes à 1 kg. Les pots sont scellés sous vide pour préserver la fraîcheur, refroidis rapidement, puis passent par un étiquetage et un contrôle qualité automatique. L'ensemble s'effectue en environnement stérilisé, selon les normes les plus strictes de sécurité alimentaire. Au bout de la chaîne, un produit stable, savoureux, prêt à conquérir petit déjeuner, collation et souvenirs d'enfance. Des millions de pots scellés, des milliers de tonnes expédiées, un seul objectif: remplir chaque table d'un produit chargé de goût, d'énergie et de tradition. Le beurre de cacahuète n'est pas seulement un aliment. C'est le fruit d'une science précise, d'une ingénierie maîtrisée et d'une chaîne industrielle aussi complexe que délicieuse. Maintenant que vous connaissez les coulisses de ce produit, dites-nous en commentaire. Quelle autre fabrication souhaitez-vous voir dans un prochain épisode? Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus.